Lui, c'est Odin, aussi connu sous le nom de All-Father. Il deviendra le plus sage et le plus puissant des dieux nordiques, mais pas encore. Pour l'instant, il est suspendu à Yggdrasil, l'arbre du monde qui maintient les 9 mondes ensemble, avec une lance logée dans sa poitrine. Il y restera pendant 9 jours et 9 nuits, à la frontière entre la vie et la mort. Pendant tout ce temps, il regarde les eaux magiques du puits en dessous, appelant le savoir divin des runes. Satisfaites de son sacrifice, elles émergent, lui révélant leur sagesse et lui conférant un grand pouvoir. Odin s'est donné à lui-même. Ou plus précisément, il a sacrifié son moi présent pour son moi futur. Ce n'est pas une coïncidence s'il a dû accomplir le plus grand sacrifice pour la plus grande récompense. Cette histoire est, à tout le moins, une métaphore du sacrifice de soi ou de l'autodiscipline. Et c'est une histoire que nous racontons depuis des générations. L'humanité a tenu la vertu de la maîtrise de soi en si haute estime qu'elle est un élément essentiel de la plupart des religions et la morale de nombreux mythes. Dans le christianisme, le premier péché, le fait de manger le fruit défendu, était un manque de maîtrise de soi. Dans la mythologie grecque, le mal est entré dans le monde lorsque Pandore n'a pas pu contrôler sa curiosité et a ouvert la boîte. Ce mythe en particulier est même entré dans notre langage courant. Si je veux que vous évitiez la tentation, de peur de provoquer des conséquences désastreuses, je pourrais vous mettre en garde contre le fait d'ouvrir la boîte de Pandore. L'élévation de cette vertu à des proportions religieuses et mythiques met en lumière une croyance communément admise. L'autodiscipline joue un rôle énorme pour vous conduire vers votre meilleur avenir, comme dans le cas d'Odin, ou vers votre pire, comme avec Pandore. Si cela est vrai, il semble que ce serait formidable si nous pouvions tous faire preuve d'un peu plus d'autodiscipline. Mais qu'est-ce que l'autodiscipline ? Les gens utilisent souvent ce terme pour décrire quelqu'un qui prend de bonnes décisions à long terme en surmontant les tentations à court terme. Mais lorsque vous leur demandez comment ils surmontent ces tentations à court terme, ils invoquent souvent une sorte de volonté ou de force de volonté. Ce qui signifie réellement la volonté n'est pas vraiment évident. Mais avant d'en arriver là, commençons par le commencement, la décision. À tout moment, vous devez prendre une décision sur la façon d'agir. La difficulté survient lorsque vous devez prendre une décision entre ce qui est immédiatement gratifiant et ce qui ne l'est pas maintenant, mais le sera dans le futur. En d'autres termes, la difficulté consiste à retarder la gratification. Mais qu'est-ce qui vous pousse à ne pas agir impulsivement? La raison de chaque décision que vous prenez est multiple. Les gènes, les hormones, l'évolution, l'environnement social, l'environnement physique, l'expérience passée, le contexte de la situation et une multitude d'autres facteurs jouent tous un rôle. Mais la cause la plus immédiate de chacune de vos actions peut être retracée jusqu'à l'activité de votre cerveau. Lorsqu'on parle d'autodiscipline, l'un des meilleurs points de départ est le neurotransmetteur dopamine. Dans son livre Behave, Robert Sapolsky propose un exemple qui clarifie au moins l'un des principaux rôles de la dopamine dans notre cerveau. Disons que je prends un singe et que je le place dans une cage. J'y place un levier qui le récompense avec un raisin sec s'il le pousse 10 fois. Ensuite, j'allume une lumière qui s'allume avant que le levier n'entre dans la cage. En d'autres termes, la lumière signale que le levier va entrer dans la cage, ce qui signifie que le singe pourra obtenir un raisin sec. Par conséquent, le singe apprend à associer l'indice, la lumière, à la récompense, le raisin sec. Il est intéressant de noter que le singe commence à libérer davantage de dopamine en réponse à la lumière que lorsqu'il consomme sa récompense. Contrairement à la croyance populaire, la dopamine est davantage liée à l'anticipation qu'à la récompense. Certains indices dans notre environnement laissent entrevoir une récompense potentielle et la dopamine commence à augmenter par anticipation. La dopamine est ce qui nous pousse à agir en fonction d'un objectif. Quel est le lien avec l'autodiscipline ? Disons que vous devez choisir entre une récompense immédiate et une récompense différée. Lorsque vous pensez à la récompense immédiate, de la dopamine est envoyée dans certaines parties du cerveau appelées cibles limbiques. Lorsque vous pensez à la récompense différée, la dopamine est envoyée vers une autre partie du cerveau, appelée cible frontocorticale. Si la partie du cerveau associée à la récompense différée est plus stimulée, vous êtes plus susceptible de retarder la gratification. Là encore, la dopamine joue un rôle dans la conduite de nos actions. Alors comment votre cerveau décide-t-il de la quantité de dopamine envoyée à chaque partie ? Là encore, cela dépend de plusieurs facteurs complexes, tels que les expériences passées, les gènes, les hormones, l'environnement social, l'environnement physique, le contexte de la situation, etc. Mais de manière pragmatique, la décision du cerveau est affectée par le degré de plaisir de la récompense et le temps nécessaire pour obtenir cette récompense. Voici un exemple pour vous aider à comprendre intuitivement. Supposons que je vous fasse une offre. Vous pouvez avoir 100 $ aujourd'hui ou 100 $ demain. La récompense est la même, mais le délai est plus important dans le second scénario. Vous accepterez probablement les 100 $ aujourd'hui, car il est inutile d'attendre demain. Mais si je vous disais que vous pouvez obtenir 100 $ aujourd'hui ou 200 $ demain, il est plus probable que vous soyez prêt à attendre si ces 100 $ supplémentaires vous font suffisamment plaisir. Mais si je vous disais que si vous attendez jusqu'à demain, vous pourriez obtenir 101 $, vous reviendrez probablement à prendre les 100 $ aujourd'hui.
Votre cerveau effectue de multiples calculs de ce type chaque fois que vous prenez une décision. Il crée un sentiment de désir ou de recherche de récompense en fonction de la rapidité et de la taille de la récompense. Alors comment détermine-t-on les récompenses à rechercher? Vivre sa vie, c'est avoir des désirs. Le monde vous remplit de besoins et de désirs, vous invitant à venir interagir avec lui. Chaque fois que vous satisfaites un désir, vous recevez une récompense interne et une croyance se forme sur la façon dont vous l'avez fait. Lorsque ce désir réapparaît, votre cerveau active le circuit de croyance correspondant et la dopamine se libère en prévision de la récompense, ce qui vous motive à répéter la même action qu'auparavant. En d'autres termes, vous commencez à former une habitude. À chaque répétition, la voie neuronale se renforce et vous solidifiez le rôle de l'habitude comme solution à votre désir. Voici la conclusion. Les habitudes servent de médiateur entre les désirs d'un individu et son environnement. Pour changer l'habitude, l'individu, l'environnement, ou les deux doivent changer, c'est pourquoi l'autodiscipline est si difficile. Nous avons peu de contrôle sur la biologie qui détermine nos désirs. Selon Sapolsky, les personnes souffrant de troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, ont des réponses anormales à la dopamine lorsqu'elles pensent à des récompenses immédiates par rapport à des récompenses différées. Elles ont un penchant pour l'action impulsive. Les personnes qui ont connu l'adversité dans leur enfance sont plus susceptibles d'avoir un cortex frontal sous-développé, ce qui rend la gratification différée plus difficile. À terme, nous pourrons peut-être modifier la biologie d'un individu grâce à la science, mais la moralité et les conséquences à long terme d'une telle démarche sont discutables. Il existe une partie de notre biologie qui est plus malléable, le cerveau. Un individu peut être changé grâce à l'éducation. En apprenant davantage sur le monde, les gens peuvent tester de nouvelles croyances et renforcer de nouveaux comportements, mais cela m'amène au cœur du problème. L'autodiscipline est bien plus un problème environnemental qu'un problème individuel. Si un individu peut changer ses croyances et ses comportements par l'éducation, les ressources disponibles pour l'éducation sont présentées par l'environnement. En outre, les habitudes qu'un individu prend pour satisfaire ses désirs sont, en grande partie, le produit de ce qui est disponible dans l'environnement. Une étude menée par le neuroscientifique Carl Hart a révélé que lorsqu'on donnait aux toxicomanes le choix entre 5 $ et 50 mg de méthamphétamine, ils prenaient les 5 $ dans la moitié des cas. Lorsqu'on augmentait la valeur de la récompense en espèces à 20 $, il ne prenait presque jamais la drogue. Il a obtenu des résultats similaires avec les cocaïnomanes. Hart suggère que les toxicomanes sont en fait des décideurs rationnels et qu'ils choisissent de ne pas prendre de drogue lorsqu'il existe des renforçateurs alternatifs. Il semble que les habitudes de consommation de drogue soient plus susceptibles de se former lorsque les individus se trouvent dans un environnement qui n'offre pas d'alternative ou de moyens concurrents pour satisfaire leurs désirs. Bruce Alexander a trouvé des résultats similaires lorsqu'il a mené sa désormais célèbre étude Rat Park. Avant l'étude d'Alexander, on croyait généralement que la dépendance était causée principalement par les drogues. Quand on prend une drogue, on devient dépendant. C'est ce qu'on disait, mais Alexander a remarqué que la plupart des études sur les drogues menées à l'époque plaçaient les rats en isolement. Il s'est demandé si cela jouait un rôle dans la décision des rats de prendre la drogue. Il s'avère que c'est le cas. Lorsque les rats étaient isolés, il ne serait pas surprenant de les voir consommer une drogue jusqu'à leur mort. Mais quand Alexander a construit un parc à rats avec des amis, des partenaires sexuels, des jouets, etc., les rats étaient beaucoup moins susceptibles de prendre des drogues. Ces deux études présentent une idée intéressante. La dépendance est beaucoup moins susceptible de se produire lorsque vous avez un meilleur accès à d'autres moyens de satisfaire vos propres désirs. Dans ses méditations, Marc Aurèle dit « Nous sommes nés pour travailler ensemble comme les pieds, les mains et les yeux, comme les deux rangées de dents, supérieures et inférieures. Il n'est pas naturel de se gêner mutuellement. Ressentir de la colère envers quelqu'un, lui tourner le dos, tout cela n'est pas naturel. Les gens sont le produit de leur environnement, bien plus que nous le pensons. En reconnaissant cela, nous pouvons avoir plus de compassion les uns pour les autres, mais surtout, nous pouvons commencer à nous aider les uns les autres. En offrant aux gens le plus grand nombre de possibilités d'apprentissage et de moyens alternatifs de répondre à leurs besoins, nous pouvons éradiquer le problème de l'autodiscipline. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 € par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo, le tout gratuitement. À très vite!